Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les films dont le sujet est le voyage dans le temps. Je trouvais que c'était pas mal une bonne idée. De toute façon, l'idée m'est venue par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur le travelling. J'avais parlé de Back to the Future. Et je me suis dit, ouais, ce serait pas mal une bonne idée de faire les voyages dans le temps. J'avais demandé un peu à ma conjointe, elle m'avait dit, tu peux faire les voyages dans le temps, tu peux faire les zombies, tu peux traiter de plein de sujets comme ça. Et en fait, les zombies, je les avais déjà fait, mais pas voyage dans le temps. Donc je me suis dit, on va faire ça. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais prendre pour exemple 3 films qui parlent du voyage dans le temps. Donc, spoiler alerte, hein, c'est sûr que je vais parler de ces films-là. Si tu les as pas déjà vus, ce qui m'étonnerait parce que c'est pas des films très récents, va les voir avant que j'en parle parce que c'est sûr que je vais peut-être un petit peu ruiner comme ça tout le côté nouveauté pour toi. Si t'as pas vu le film, je vais te donner un peu des indices par rapport à la trame, donc ça sera pas très cool pour toi. J'ai noté quelques films que je trouvais quand même très importants dans la catégorie voyage dans le temps. Il faut te dire que contrairement à ce que on pourrait penser, ou en tout cas contrairement à ce que moi je pouvais penser au départ avant de faire la vidéo, il y en a un paquet de films qui traitent du voyage dans le temps, bien plus que ce que je pensais. Donc j'en ai noté quelques-uns qui pour moi sont importants, ok, il y en a plein d'autres. Philadelphia Experiment, avec Michael Paré, 1984 si je me souviens bien. Ça c'est un film qui m'avait vraiment marqué moi quand j'étais plus jeune enfant. J'aimais vraiment ce film, je l'ai vu en boucle. C'est un film que je trouvais vraiment cool, ou jeune ado, peu importe. C'est un film que je trouvais vraiment cool. On l'avait eu en cassette vidéo en 1984, fait qu'à l'époque, la cassette, j'ai dû l'avoir en 90. Peut-être pas en 90, mais j'ai dû l'avoir en 87 ou 88. Ça mettait 2 ans, un film pour sortir, c'était vraiment long. Mais c'était vraiment bien de traiter le sujet de voyage dans le temps comme ça, avec ces gars qui sont sur un navire, de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils vont faire une sorte de test d'invisibilité sur le navire. Il y a 2 gars qui tombent à l'eau et ils se retrouvent en 1984 ou en 1985. Ils essayent de retourner dans leur temps. C'était assez cool comment c'était fait. Je voulais en parler. Je ne vais pas parler de tous les films, mais celui-là, je voulais peut-être un petit peu plus en parler parce que c'était dans ma filmographie personnelle, je me souvenais plus que ce film existait. Et ce film-là existait et finalement, c'était un de mes films favoris et j'aime beaucoup ce film. Men in Black 3, oui. Men in Black 3, il y a un retour dans le temps dans ce film-là. Ils vont chercher K, je pense, c'est K qui s'appelle K, donc qui est joué par Tommy Lee Jones et Josh Brolin dans la version plus jeune. Et Will Smith retourne dans le temps pour aller à sa recherche. Time After Time, je ne pouvais pas passer à côté de ce film-là avec Malcolm McDowell, qui est un film de mémoire de 1979, il me semble, de Nicolas Meyer. Ça, c'est un film où, évidemment, le gars il a inventé la machine à voyager dans le temps, H.G. Wells, et il s'en va à la recherche du docteur Jekyll, qui est tombé sur sa machine et qui s'amuse à voyager dans le temps pour aller commettre des meurtres. C'était assez cool comme film aussi. X-Men, Days of Future and Past. Bon, si tu l'as pas vu, naturellement, c'est pas mal central. C'est le sujet du film où il retourne notamment Wolverine dans le passé. Star Trek First Contact avec les Borg, où ils s'en vont justement encore une fois dans le passé au moment où ils inventent, je sais plus comment ça s'appelle, mais cette propulsion qu'ils ont sur tous les Enterprise, là, tous les vaisseaux spatiaux dans l'univers des Star Trek. Ils inventent ça à ce moment-là et ils vont à cet endroit-là, je me souviens plus exactement, il y avait un rapport avec les Borg, etc. Army of Darkness, Evil Dead 3, un de mes films cultes. J'adore les 3 premiers Evil Dead et surtout le 3 qui est très drôle, mais j'aime vraiment les 2 premiers aussi, ceci étant dit. Film cultissime, Evil Dead 3, Army of Darkness, aussi bien je te dirais, et c'est très rare, dans sa version française que dans sa version originale, il y a des dialogues cultissimes dans ce film-là, c'est très drôle, c'est très bien fait. Avenger Endgame, alors lui il va faire partie des 3 films dont je vais parler, donc je m'éterniserai pas là-dessus, j'en parlerai tout à l'heure. Interstellar, 2e film qui fait partie des 3 films dont je vais parler, même chose. Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Alors Edge of Tomorrow, là on est plus dans le voyage dans le temps, on est dans une répétition de séquences. Il retourne toujours dans la même séquence de temps
et il faut qu'il essaye d'arranger les choses pour sortir de cette séquence de temps-là. Et évidemment, ça a à voir aussi, bah évidemment, peut-être tu ne sais pas, mais ça a à voir avec une influence extraterrestre. The Arrival de Denis Villeneuve, qui pour moi est un film très abouti, c'est un très très grand film, c'est un film classique pour ma part. C'est rare que je dise film classique, mais il fait partie de ma filmographie. Il est abouti dans tous les sens, aussi bien au niveau de la filmographie que du scénario. C'est excessivement bien joué. Je me souviens qu'il y a Jeremy Renner là-dedans notamment. Je me souviens plus du nom de l'actrice, désolé. J'ai trouvé le film vraiment complet. Il traite très bien du coup de la notion comme quoi le temps n'est pas linéaire et qu'il peut se passer plusieurs actions à plusieurs moments différents en même temps dans le timeline. Donc ça c'était très très intéressant comment c'était traité, très bon film. Ça fait partie de ma filmographie, je te le conseille si tu l'as pas vu. Star Trek 4, The Voyage Home, alors de Leonard Nimoy, c'est lui qui l'avait réalisé. Alors évidemment c'est un grand classique si tu es fan des films, des premières moutures, hein, des premiers Star Trek qui sont arrêtés, il me semble au 6, le 7, c'était Next Generation, c'était le Star Trek qui était entre les nouveaux épisodes de Star Trek Next Generation puis les anciens Star Trek. Donc il y avait comme ce film charnière un petit peu entre les deux. Sinon les 6 premiers c'était les anciens Star Trek. Moi j'ai toujours aimé Star Trek, j'ai toujours été un fan de Star Trek. J'adore Star Wars, mais Star Trek ça reste quand même quelque chose que j'aimais beaucoup. Le premier Star Trek, je trouve, le premier film Star Trek 1979 de mémoire. C'est un film qui est très très abouti, très bien fait, surtout pour l'époque, avec des effets spéciaux qui sont quand même assez intéressants. Voyage Home, alors ça c'est cool, les gars ils retournent au moment où le film avait été tourné. Je pense que le film date de 1986, donc on retourne dans les États-Unis, Los Angeles de 1986, et eux qui sont en 2135 ou 435, là je me semble, quelque chose comme ça, ils sont très très loin, avec une société humaine qui s'est façonnée de manière différente. C'est assez drôle de voir un petit peu cette manière de faire et cette manière de filmer, et évidemment la différence entre les deux sociétés, et eux qui trouvent que c'est une société ultra primitive. C'est assez drôle. Planet of the Apes en 1968, évidemment si tu regardes tous les Planet of the Apes, surtout le premier, c'est ce qui est en arrière de ça, le voyage dans le temps, avec, si tu ne l'as pas vu, évidemment il y a Charlton Heston dans le film, avec, si tu ne l'as pas vu, à la fin le méga twist qui te dit qu'il y a un voyage dans le temps. Je te le dirai pas, va voir le film, mais si tu l'as pas vu ça manque à ta filmographie, parce que c'est un très bon film quand même. Les premiers Planet of the Apes, 5 Planet of the Apes, que j'ai beaucoup apprécié aussi pour les 5 films. Il y en a que j'ai un peu moins apprécié dans les 5 films, comme ça, dans la suite, dans la série. Il y avait même une série télé, hein, d'ailleurs, qui avait été faite, mais je trouvais quand même les 5 films assez complets. Il y a quelques films qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais ça reste assez complet dans la mythologie. 12 Monkeys de Terry Gilliam, évidemment. Hein, là, il retourne, il me semble, en 1996. Lui, il est du futur, 1996. C'est la date à laquelle le film a été tourné et on retourne à ce moment-là parce qu'il y a une pandémie qui a tué énormément d'êtres humains et il essaye d'enquêter là-dessus, Bruce Willis. Finalement, il n'a pas nécessairement une bonne piste. La bonne piste, il l'a à la fin. Je te laisse regarder le film si tu l'as pas vu. De Terminator 1 et 2, j'ai pas noté la suite des Terminator. Je te renverrai à la vidéo que j'ai faite sur la trilogie Terminator selon James Cameron, c'est-à-dire Terminator 1, 2 et Terminator Dark Fate en 2019. Pour ma part, Terminator 1 et 2 sont les meilleurs films, les plus aboutis de toute la série, les seuls Terminator qui existent. Il n'y aurait pas dû avoir de suite, y compris Dark Fate, qui d'après moi est un échec au niveau du scénario, qui aurait pu être quelque chose de bien, mais je pense que les producteurs ont mis leur nez là-dedans et ils n'auraient pas dû. Si tu veux en savoir plus sur les 2 premiers Terminator, je te renvoie à cette vidéo-là que j'ai déjà faite, donc je ne m'éterniserai pas sur le sujet. Et je termine avec Back to the Future, dont je ne parlerai pas, parce que ce film-là fait aussi partie des 3 films dont je vais parler tout de suite. Donc si tu as suivi, Interstellar, Back to the Future et Avenger Endgame. Alors pourquoi j'ai choisi ces 3 films-là? Parce que c'est les 3 films qui me semblaient traiter du voyage dans le temps de manière d'abord différente, et de manière quand même assez aboutie, mais en ne le voyant pas de la même façon. Donc je trouvais ça très intéressant. Et aussi, évidemment, j'ai pris 2 films, Back to the Future et Interstellar. Back to the Future, c'est la trilogie, qui sont des classiques, des monuments du cinéma, de l'histoire du cinéma. Interstellar est un très grand film aussi, ce qui n'est pas le cas pour Avenger Endgame, mais il traite du sujet, et je vais revenir là-dessus, d'une très bonne manière. Donc ça valait la peine de le mettre dans cette vidéo-là, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé le film, il traite quand même bien du sujet. Et c'est ça le sujet de la vidéo. On commence avec Back to the Future de Robert Zemeckis 1, 2 et 3 qui sont sortis respectivement en 1985, 89 et 90. À savoir que Back to the Future 2 et 3 ont été tournés en même temps. C'était rare à l'époque, ça ne se faisait pas.
Et Robert Zemeckis, lui, avait déjà écrit son scénario et il a décidé de tourner le 2 et le 3 à la suite, à la chaîne, ce qui est beaucoup plus facile. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, quand tu as déjà les endroits où tu peux tourner, les intérieurs, les extérieurs que tu as pu louer, eh bien, ça va faire évidemment des économies d'argent. On a revu le cas dans Matrix 2 et 3, j'en ai parlé récemment, ou dans par exemple Le Seigneur des Anneaux, où effectivement ils tournent les 3 films à la suite. Alors, ce film-là, évidemment, c'est 8.5 sur 10 sur IMDb. Si t'as pas vu cette trilogie, qui n'a pas vu les Back to the Future, je me demande. Mais il faut que tu ailles voir ça. Ça manque à ta filmographie. C'est génial, c'est génial. C'est des grands classiques. C'est superment bien fait, c'est très bien joué, superment bien scénarisé. On est à l'époque où, évidemment, ce film-là, je dis évidemment, tu ne le sais peut-être pas, mais c'est écrit par Robert Zemeckis et Bob Gale. Donc l'équipe Robert Zemeckis et Bob Gale, le tout produit par Steven Spielberg. Donc on est à cette époque-là où on tourne autour de ces gars-là, notamment George Lucas, etc., qui créaient plein d'univers, que ce soit Star Wars, que ce soit Harrison Ford, Indiana Jones, j'en perds la mémoire, Indiana Jones, Back to the Future, tous ces univers-là qui tournent autour de ces gars-là, qui sont extraordinaires. Back to the Future en fait partie. Très grande trilogie, très grand film. Avec Michael J. Fox naturellement, qui reprend le rôle de Marty McFly, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Claudia Wells / Elizabeth Shue, je vais en parler après, Thomas F. Wilson qui joue le rôle de Biff Tannen, et Crispin Glover / Jeffrey Westman dont je vais parler après. Ça traite du sujet évidemment du voyage dans le temps parce qu'à travers une DeLorean qu'ils utilisent, donc une voiture qui malheureusement n'a plus existé après, petite anecdote parce que General Motors a fait en sorte que Monsieur DeLorean, qui a inventé cette voiture-là, ne puisse pas la commercialiser, alors qu'il en avait le droit, avec un défaut dit juridique qui n'était pas vrai, mais comme il devait aller en procès, il a perdu énormément d'argent, il n'a pas pu commercialiser la voiture comme il voulait, et du coup, il n'a pas pu faire concurrence à un des plus gros constructeurs automobiles qui existait sur la planète, qui a fait en sorte que ce gars-là n'existe plus. Je parle d'un point de vue commercial. Donc ça a été vraiment horrible de la part de General Motors, véritablement horrible. Du coup, la DeLorean a été une voiture en nombre limité. Très belle voiture, ceci étant dit. Qu'ils utilisent donc la DeLorean, parenthèse fermée, pour voyager dans le temps, car Doc, qui lui a créé le voyage dans le temps, a dit, bon ben voilà, je vais utiliser une voiture pour ce faire. Il faut, si tu as vu le film, tu le connais par cœur, il faut qu'il soit dans la voiture à un certain nombre de kilomètres/heure, et à ce moment-là, s'enclenche le système qui puisse faire en sorte qu'il voyage dans le temps. Il y a tous des problèmes qui vont arriver après, et notamment le fait que la voiture n'a plus d'essence à un moment donné. Donc il faut la tirer. En tout cas, il y a énormément de situations comme ça qui se passent. Le film se passe en 1985, les 3 films, même si les 2 autres ont été tournés en 89-90. On reprend le timeline de 85, le timeline de 1955, et dans le 3, le timeline de 1885. Alors, 1955 et 1985 sont des timelines très importants pour le film. C'est là où tout se passe finalement, même si dans le 2, par exemple, on a une situation où ils s'en vont dans le futur en 2015. Mais néanmoins, ça reste 55 et 85, les timelines dans lesquelles on revient fréquemment. Alors, évidemment, 1955, en fait, c'est la jeunesse des parents de Marty McFly. Et Marty McFly doit se charger d'aller essayer de modifier quelque chose en 1955. Ce qui se passe dans cette histoire-là, du 1, 2 et 3, c'est qu'à partir du moment où on modifie quelque chose, que ce soit en 1955 ou en 1985, il y a un effet sur le futur. Donc le futur est à ce moment-là modifié. Si je prends l'exemple de Biff Tannen, en 2015, il va voler l'almanach des sports que Marty McFly a amené avec lui en 2015, prendre la machine DeLorean, partir, parce qu'il va découvrir que la DeLorean est une machine à voyager dans le temps, partir en 1955, donner à Biff Tannen de 1955 l'almanach des sports pour qu'il devienne super riche, et en 1985, quand Marty McFly revient sans s'en être aperçu que Biff Tannen avait utilisé la DeLorean, il revient dans un 1985 changé, où Biff Tannen est comme le chef quasi de la planète, c'est l'espèce de Donald Trump qui est surrichissime, et tout est dark et noir et sombre et ne fonctionne pas, tout est dans la violence, et en fait, le timeline a été changé. Donc ce film-là fonctionne réellement, comme l'explique Doc dedans, comme quoi, si tu fais une erreur dans un des timelines, il faut absolument que tu ailles dans ce timeline-là pour le modifier, pour que ça revienne exactement comme c'était avant. Modifier les erreurs, ne pas changer le continuum du temps, de l'espace-temps. Donc c'est comme ça que ça a été pensé. Alors, je ne suis pas d'accord, on va en revenir après avec les 2 autres films, je ne suis pas d'accord avec la vision de voyage dans le temps par rapport à ces films-là. Ça reste que
Si on rentre dans le scénario et dans cette idée-là, en tant que spectateur, même si on n'est pas d'accord, on dit ok, je vais adhérer parce que je veux continuer à voir la narration, ça reste quand même un très bon film. Faut dire ce qui est, c'est des super bons films. Il n'y a rien à dire. Petite anecdote quand même sur les films, tu sais que j'aime ça donner des anecdotes. Le scénario avait été rejeté 44 fois par la production avant finalement que ce soit fait. Spielberg a essayé plusieurs fois, qui était quand même déjà un nom dans le milieu du cinéma, d'appuyer ce scénario-là, mais ça ne fonctionnait pas. Ils ont même essayé à un moment donné d'appeler, un des producteurs voulait nommer le film Space to Pluto ou quelque chose comme ça. Space Continuum to Pluto, il disait Back to the Future, c'était un titre qui était complètement idiot et que ça ne fonctionnerait pas d'un point de vue marketing. Et finalement, Spielberg lui avait envoyé une note en disant j'aime bien ta blague, j'ai trouvé ça très très drôle. Et comme le monsieur avait une fierté très mal placée, il l'a pas corrigé en disant mais non, j'étais sérieux. Et du coup, ça a passé, ils ont gardé le titre Back to the Future. Petite anecdote. Claudia Wells, qui joue le rôle en fait de la petite amie de Marty McFly dans le premier Back to the Future, ne joue plus dans Back to the Future 2 et 3. Elle est remplacée par Elizabeth Shue, qui est une très grande actrice qu'on a vu après par la suite dans pas mal de films et de séries télé si tu suis un petit peu le monde du cinéma. Malheureusement, Claudia Wells a effectivement une carrière d'actrice mais moins importante que celle d'Elizabeth Shue. C'était elle, Elizabeth Shue, qui jouait dans Karate Kid aussi. Parce que sa mère était atteinte du cancer quand il y a eu le 2 et elle a dû laisser le rôle à Elizabeth Shue qui a repris le rôle pour le 3 par après et donc elle n'a pas pu continuer ce rôle-là, ce qui était relativement très triste. Crispin Glover, donc lui, il joue le rôle du père de Marty McFly, ne joue que dans le premier Back to the Future et pas dans le 2 et le 3. Il a été remplacé, je l'ai dit tout à l'heure, par Jeffrey Westman. En fait, Crispin Glover a essayé de reconduire, de reparlementer par rapport à son contrat d'acteur, à vouloir être payé plus cher, alors qu'à l'époque de Back to the Future, le premier, c'était juste un acteur qui commençait à percer dans le milieu du cinéma. Ça n'allait pas lui donner une carrière AAA, le fait d'avoir joué Back to the Future, on s'entend, mais il a eu un petit peu la grosse tête. Évidemment, le montant d'argent qu'il demandait était trop astronomique, il était même plus important que celui de Michael J. Fox et Christopher Lloyd, qui sont les personnages principaux quand même du film, les acteurs principaux. Et donc, Robert Zemeckis a dit, moi, parfait, de toute façon, on va se passer de toi, il n'y a pas de problème. Crispin Glover a dit, mais oui, mais moi, j'ai un personnage central, je reviens dans le 2 et dans le 3, je suis le père de Marty McFly. C'est pas grave, on va te remplacer. Et ils l'ont remplacé, ils ont mis Jeffrey Weissman, ils ont mis un petit peu de prosthétique comme ça sur le visage, qui ressemble un petit peu à Crispin Glover si on veut, surtout qu'il y a des moments donnés où Jeffrey Weissman est dans le futur, donc il est plus vieux de toute manière. Et ça a très bien fonctionné, donc Crispin Glover, ben voilà, ça n'a pas marché pour lui. Malheureusement, du coup, sa carrière n'a pas nécessairement fonctionné. En arrière de ça, je te dirais, comme elle aurait dû fonctionner. Il s'est mis un petit peu des bâtons dans les roues. Les producteurs n'ont pas voulu, comme je pourrais te l'indiquer. Finalement, tu vois où est-ce que je veux venir avec ce genre d'attitude. Ça ne plaît pas aux producteurs, ils ont une certaine fierté. Et à partir de là, tu te mets des bâtons dans les roues, tu n'as plus vraiment de rôle. C'est ça qui s'est passé. Michael J. Fox, c'est quand même assez intéressant. Pour Back to the Future, le premier en 1985, Robert Zemeckis et Steven Spielberg et Bob Gale voulaient absolument avoir Michael J. Fox pour jouer le rôle de Marty McFly, parce que Michael J. Fox était déjà très connu à l'époque. Il jouait dans la série qui s'appelait Family Ties, qui date de 1982, et ils avaient, Robert Zemeckis et Bob Gale, écrit ce scénario-là en pensant à Michael J. Fox. Or, Michael J. Fox est pris avec justement Family Ties. Il se trouve que la fille avec qui il joue dans Family Ties tombe enceinte, ce qui implique qu'il change les scénarios de ce TV show, de ce soap opéra, où Michael J. Fox, son personnage, va avoir plus d'importance à l'écran dans le soap opéra. Donc il est obligé de refuser, il n'a pas le choix. C'est sûr qu'ils essayent quand même, Zemeckis et Spielberg notamment, d'aller démarcher la maison de production qui est en arrière de Family Ties en disant « Regardez, est-ce que vous pouvez un petit peu le libérer s'il vous plaît pour qu'il puisse venir tourner ?» Mais ça a été un refus. Donc ils ont embauché Eric Stoltz. Eric Stoltz a joué le rôle de Marty McFly pendant 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, Robert Zemeckis et surtout Steven Spielberg, moi Bob Gale, n'étaient pas contents avec ce qu'ils voyaient à l'écran. Ils voulaient absolument avoir Michael J. Fox, ils n'en démordaient pas. L'actrice est revenue de son congé de maternité. Donc, l'autre tournage de Family Ties, la série télé, a pu un petit peu plus s'équilibrer, moins peser sur les épaules de Michael J. Fox. Michael J. Fox a pu être libéré, mais attention, Michael J. Fox dormait 5 heures par nuit pour pouvoir faire les deux. Il tournait entre 6 heures du matin et 6 heures de l'après-midi, 5 jours semaine pour Back to the Future, et il tournait le week-end pour toutes les scènes 2 jours. Elles étaient tournées le week-end. Et lui ne dormait que 5 heures par jour parce qu'il prenait sa voiture, il partait de Family Ties et il s'en allait tourner Back to the Future. C'était complètement insensé pour le premier en 1985.
Et ça termine mes anecdotes sur Back to the Future. Va voir le 1, 2, 3 si tu l'as pas vu. Dernier petit élément peut-être que j'oubliais mais qui est quand même très important. Bob Gale et Robert Zemeckis détiennent les droits de Back to the Future à l'heure actuelle et ils ont dit que les droits ne seraient pas libérés tant qu'un des deux, le dernier qui soit mort en fait. Donc ces deux gars-là, à un moment donné où le dernier de ces deux gars-là sera mort, à ce moment-là les droits vont être libérés et les maisons de production vont pouvoir se battre pour essayer de les racheter et éventuellement faire des reboots, des remakes, des suites, de tout ce que tu veux. Jusque-là, eux, ils ont dit, et ils n'en démordent pas, qu'il n'y aura pas de suite, qu'il n'y aura pas de remake, qu'il n'y aura pas de reboot. C'est Back to the Future 1, 2, 3, point. Et c'est très bien comme ça. Interstellar, en 2014, de Christopher Nolan, 8.6 sur 10 sur IMDb, avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Timothée Chalamet, Wes Bentley, Matt Damon, Michael Caine, John Lithgow, etc., etc. Il y a Casey Affleck aussi. Etc, etc, etc. C'est le film, encore une fois, le film aux 3 milliards d'acteurs. C'est normal. C'était le nouveau film de Christopher Nolan. À l'époque, Christopher Nolan avait fait notamment Inception, qui avait bouleversé les gens. Donc Interstellar étant le nouveau, tous les acteurs voulaient absolument embarquer dans ce film-là. Ce film-là, la première fois que je l'ai vu, c'était assez anecdotique, mais j'ai pas trouvé que le film était extraordinaire. Et en fait, je me suis rendu compte que le film avait tellement d'éléments dans son scénario que j'avais juste survolé quelque part tous les éléments de ce scénario-là sans y rentrer en détail. Et il y a énormément de travail au niveau du scénario par rapport à tous les éléments qui sont indiqués dans la trame, aussi bien au niveau des dialogues qu'au niveau de l'histoire même. Et en regardant le film une deuxième fois, et même après une troisième fois, je me suis rendu compte que ce film était tellement riche du point de vue du scénario que j'étais passé complètement à côté à la première fois que j'avais vu le film, ce qui n'a pas été le cas pour Aquaman. C'est une petite anecdote, mais Aquaman, j'ai détesté. C'est un des pires films que j'ai jamais vu, et ça reste un des pires films que j'ai jamais vu. Je changerai pas d'avis. Donc Interstellar, tout ça pour dire, c'est une anecdote, c'est une petite parenthèse, une petite blague, mais Interstellar, tout ça pour dire que la première fois j'avais vu, j'avais dit oh, ok, c'est un bon film, mais c'est pas un film classique. Puis les 2 ou 3e fois que je les ai vus, j'ai compris un peu plus. Et oui, effectivement, c'est un film classique. Il y a tellement d'éléments dans la trame de ce film-là qui sont tellement bien construits que c'est juste incroyable. C'est juste incroyable d'avoir pensé ça. Alors évidemment, dans ce film-là, le personnage central du film, ça reste le trou noir. Le trou noir, d'où là est le voyage dans le temps quand, alors spoiler alert, je l'ai dit au début de vidéo, quand Matthew McConaughey pénètre dans le trou noir et se rend compte que le trou noir, en fait, ça serait lui, ça serait quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ça serait une autre personne, ça aurait rapport avec un autre élément de sa vie, mais là c'est Matthew McConaughey, donc c'est juste, en fait, il va avoir la chambre, cette fameuse chambre, la pièce centrale de sa maison, où il va avoir accès à la chambre dans tous les timelines qui existent. Tous les timelines qui existent. Il a accès à n'importe quelle timeline. Et il comprend, il prend du temps, mais il comprend, je résume, que en fait, c'est par l'intermédiaire de la chambre qu'il va pouvoir communiquer directement avec sa fille pour donner les coordonnées du trou noir où ils ont trouvé la planète qui est proche de ce trou noir-là, un petit peu à l'extérieur, sur laquelle ils vont aller pouvoir vivre, puisque je te rappelle que la Terre est rendue invivable et que l'humanité doit absolument, le plus rapidement possible, quitter la planète pour essayer d'immigrer sur une autre planète. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on est dans un timeline en boucle. On n'est pas dans le timeline comme Back to the Future où je répare les erreurs que j'ai commises. On est dans un timeline en boucle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Matthew McConaughey, alors là, il essaye avec le sable, ça ne fonctionne pas. Le sable donne des indices au père. Le père, donc lui, il donne des indices à l'autre, qui finalement s'en vont dans le trou noir avec un certain type de coordonnées qui sont manquantes. Lui va donner les vraies coordonnées avec la montre à sa fille parce qu'il va varier en fait les aiguilles de la montre qui va faire en sorte que sa fille va comprendre que c'est des coordonnées, que son père communique avec elle à ce travers-là, à travers ça, et qu'il va y avoir des coordonnées. Bien sûr, au départ, ils sont sur une planète aussi où le temps passe beaucoup plus vite à l'extérieur de la planète qu'à l'intérieur de la planète. Donc quand il sort de la planète, il dit 20 ans plus tard. Ça implique aussi que le père ne reviendra pas voir sa fille quand sa fille sera enfant. C'est impossible. Ici, le fait que Matthew McConaughey en fait, communique avec le passé, on est dans une boucle sans fin. Où Matthew McConaughey repartira, ira dans le trou noir, communiquera avec l'autre Matthew McConaughey avec le sable, aura les coordonnées, qui repartira, qui reviendra dans le trou noir, etc. Donc on est réellement dans les systèmes de boucle, et sorti du système de boucle, Matthew McConaughey va continuer avec Anne Hathaway sur la nouvelle planète, tandis que Jessica Chastain, qui est rendue une grand-mère mourante, mais qui a créé, etc., l'espèce de grande station spatiale qu'ils ont et qu'ils utilisent pour toute l'humanité afin de voyager vers cette nouvelle planète-là,
elle va continuer et les gens vont continuer dans ce timeline-là. Donc il y a réellement cette idée comme ça de boucle qui est très bien montée dans le film, qui est très simpliste aussi la manière dont c'est fait, mais qui est montrée de manière détaillée, donc quand même assez complexe. Et on se dit au départ que c'est très très compliqué et finalement on se rend compte quand c'est expliqué de manière détaillée que c'est relativement simple et très très bien fait. Alors, ce film-là est un incontournable. Évidemment, la musique tient une place très importante. Musique de Hans Zimmer, une musique avec une thématique très forte qui va rappeler justement cette boucle que voulait absolument Christopher Nolan. Donc il n'y avait pas, notamment, il n'y a pas réellement de tambour en fait dans la musique parce qu'il veut qu'il y ait réellement cette idée comme ça, lancinante, de tension émotionnelle qui fait qu'on rentre dans cette boucle perpétuelle où on va finir par s'en sortir de manière peut-être dramatique, mais ça va fonctionner. Pour anecdote, Christopher Nolan avait donné à Hans Zimmer une page de texte, pas de scénario. Sur la page de texte, c'était une sorte de biographie, on va dire, que Christopher Nolan avait lui-même écrit du compositeur Hans Zimmer. Qu'est-ce qu'il pensait de lui? Et il lui a donné cette page de texte-là, il lui a dit, avec ça, tu me fais la musique du film. C'est comme ça que la musique du film est née. C'est assez spécial quand même comme idée. C'est assez, ouais, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Le scientifique Kip Thorne, c'est lui qui a été invité en fait sur le tournage afin que le film puisse correspondre le plus possible en fait à un esprit scientifique, hein, ça c'est clair, que ce ne soit pas réellement de l'invention artistique. On va coller à la science. Donc il a supervisé le film et il y avait une chose, il a lu le scénario en long, en large et au travers, il était sur le tournage de film et il a dit « Moi je vais mettre mon veto à partir du moment où on viole les lois de la physique. C'est impossible, vous m'avez payé pour ça, ça va être comme ça que ça va fonctionner. » Et finalement ça a bien fonctionné parce que les lois de la physique n'ont absolument pas été violées pendant tout ce film-là, donc, y compris l'écriture du scénario et du tournage, ça a bien marché. Le trou noir, petite anecdote aussi, est placé à côté de la planète Saturne. Alors ça, c'est une référence directe en fait à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, où effectivement c'est là où tout se passait aussi au niveau de l'action. Il y a aussi une sorte de trou noir, etc. Si tu te souviens bien, avec l'ordinateur méchant HAL. Donc c'était quand même à noter. Et je termine avec le film Avengers Endgame en 2019 de Anthony et Joey Russo, les frères Russo qui sont pas mal impliqués à l'heure actuelle dans les films Marvel. Donc bon, c'est pas mal eux, hein, les films de super-héros qui sortent. 8.4 sur 10 sur IMDb, je trouve que c'est très hautement noté pour la qualité du film, très honnêtement. Alors évidemment, dedans, on va retrouver Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, on va retrouver Mark Ruffalo, Paul Rudd qui joue le rôle de Ant-Man, Tom Holland, Jeremy Renner, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, etc., etc., etc. Je ne veux pas tous les citer, tu sais bien, c'est le film au cast de 3 milliards d'acteurs parce qu'ils ont tous un petit peu leur rôle de super-héros dans leur film aussi, parallèlement à ça. Hein, il y a l'histoire de chaque super-héros en parallèle et les Avengers, c'est tous les super-héros qui sont ensemble. Alors, Avengers Endgame, c'est pas un film que j'ai nécessairement trop apprécié. Je dis pas que tous les films de super-héros sont mauvais, loin de là. Je suis pas un anti-film de super-héros. Il y a certains films de super-héros que j'ai quand même pas mal appréciés. Il y a des films que j'ai trouvé très bons. Doctor Strange, je l'ai pas détesté. Venom, j'ai vraiment apprécié Venom. J'ai trouvé que ça donnait du renouveau. Les Dark Knight, hein, c'est le premier Batman Begins. Ça, c'est Man of Steel. Là, on sort des Marvel. On parlait des super-héros. Mais Man of Steel et Batman Begins, j'en avais parlé sur la chaîne. Pour moi, c'est des classiques et j'adore ces films-là. Mais pour les Marvel, oui, non, il y en a quelques-uns quand même que j'ai quand même apprécié et que je trouvais pas mal. J'ai détesté Black Panther, par exemple. J'ai trouvé que le film servait à rien. Donc ça dépend un petit peu, j'imagine, des goûts. Moi, je me base beaucoup sur la réalisation, le jeu d'acteur et surtout le scénario. Bon, Black Panther, c'est vide, quoi. Il n'y a pas de scénario dans ce film-là. Avengers Endgame, c'est un petit peu pareil. Le scénario est un peu de briques et de broc. J'ai pas trop apprécié. À noter que le film d'avant, Avengers Infinity War, lui, j'ai pas mal apprécié ce film-là. Vraiment beaucoup. Les Guardians of the Galaxy 1 et 2 sont magnifiques, magistrales, très bien fait. James Gunn, c'est un très grand réalisateur, c'est un très grand concepteur et créateur. Il y a de l'humour, il y a une manière de réaliser qui est spéciale, il y a une dynamique, il y a une force dans ces deux films-là qui sont vraiment incroyables. Et que les frères Russo ont repris dans Avengers Infinity War. Aussi, j'ai failli oublier Thor Ragnarok de Taika Waititi, une perle, une perle. C'est un des plus grands. Thor Ragnarok, c'est peut-être
le meilleur film de super-héros des Marvel selon moi. J'ai vraiment aimé, mais les Guardians of Galaxy sont pas mal là-dedans aussi. Avengers Infinity War suit un petit peu la trajectoire, ils n'avaient pas réellement le choix des Guardians of the Galaxy. Avengers Infinity War, j'ai pas mal aimé, qui est sorti en 2018. J'ai trouvé que le film était abouti et assez bien fait. Un petit peu long, certaines scènes d'action qui auraient pu être raccourcies, ou ça traînait un peu en longueur, mais grosso modo, c'était quand même un film qui était vraiment pas mal, Avengers Infinity War. Ce que j'aurais aimé de ce film-là, c'est qu'il termine ainsi, en fait, honnêtement, qu'il n'y ait pas d'Avenger Endgame. On termine, Thanos, j'avais oublié son nom. Thanos a fini, il a gagné, 50%, on est tous effacés, et voilà, merci, bonsoir. Donc, pour une fois, on aurait eu quelque chose de différent, à savoir que Thanos, oui, c'est pas quelqu'un qui est quand même, c'est pas quelqu'un qui a une belle moralité, il faut dire ce qu'il est, là, clairement, mais d'un autre côté, on comprend un petit peu ses motivations, pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? C'est à débat. Hein. Certains vont dire que oui, certains vont dire que non. Donc on aurait pu terminer ainsi. Malheureusement, ils ont fait Avengers Endgame. Par contre, si je trouve que le film, il y a beaucoup de longueur, surtout le début du film traîne énormément en longueur, la scène d'action de la fin est un petit peu superflue et inutile pour arriver où est-ce qu'on veut en arriver. Donc on voulait que chaque héros ait son moment de bataille. À un moment donné, on voulait mettre toutes les filles ensemble aussi. Ça faisait cliché, ça poussait un petit peu trop l'agenda. Voilà, de la diversité. C'était forcé, honnêtement, c'était forcé. Par contre, en arrière de ça, pour ce qui en est du voyage dans le temps, je pense, très honnêtement, que Avengers Endgame est le film le plus réussi dans tous les films qui ont pu aborder le sujet du voyage dans le temps. Parce que, dans ce film-là, ils expliquent clairement, ils vont voyager dans le temps pour aller récupérer les différentes pierres à certains moments donnés, faire leurs propres gants, que finalement Iron Man va lui-même avoir, va claquer des doigts si tu n'as pas vu le film, il faut que tu ailles le voir à la fin, pour résoudre tout le problème qu'il y a pu y avoir. Mais ce qui se passe quand ils font ça, alors à la fin du film ils disent on va remettre les pierres aux différents endroits, et finalement Captain America d'ailleurs revient pas. Et il décide de rester dans son timeline avec Chris Carter. C'est Chris Carter, je pense qu'elle s'appelait, la fille, en tout cas je me souviens plus, et de vivre avec elle, quoi. Bon. Alors, est-ce que pourquoi c'est bien fait? Parce qu'en fait, il l'explique. Non, il y a un seul timeline. Ce qu'on vit, on le vit, et c'est tout. Il n'y a pas de je corrige une erreur ou je refais quelque chose. C'est tout le même timeline. Donc ça veut dire que Vision, par exemple, dans Avengers Infinity War, il meurt. Et dans Endgame, il est toujours mort. C'est pas parce que on a fait en sorte de retourner dans le passé et de pouvoir se créer comme ça ce gant-là et de faire en sorte que Thanos ne réussisse pas à faire ce qu'il avait envie de faire, que ça va effacer les erreurs du passé. Eux, leur timeline, tout s'est déjà passé, tout ça. Donc finalement, quand ils arrivent ici, oui, Thanos, il a déjà utilisé le gant, il a déjà supprimé 50%, et eux décident de remettre les 50%, mais Vision, qui est mort là, est toujours mort là. Ça ne change rien. Donc c'est ça que j'aimais dans ce film-là, que je trouve le plus abouti. C'est que réellement, on voyage dans le temps, mais ça reste ton passé à toi, et ça reste ton vécu à toi, et ça change strictement rien. Et quand il retourne en 2012, par exemple, et qu'il y a le Captain America de 2012, mais lui, ça va être autre chose, ça va être différent. Mais le Captain America qu'on connaît, lui, c'est lui qu'on suit. On s'en fout de celui de 2012, c'est lui qu'on suit. Et lui, il a vécu tout ça jusqu'au bout. Et si Vision est mort à un moment donné, Vision reste mort. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans ce film-là, vraiment bien. Je pense qu'ils ont réellement, c'est le seul film, d'après moi, qui a réellement cerné c'était quoi le voyage dans le temps et comment le traiter de la manière la plus simple possible et de la manière la plus efficace. Donc je pense que c'est réellement ce film-là qui le traite, même c'est dans les 3 films dont j'ai parlé, Back to the Future, c'est une trilogie, le film que j'apprécie le moins pour plein de raisons, mais il faut rester objectif, c'est celui qui traite le mieux le voyage dans le temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo assez longue quand même, j'ai beaucoup parlé sur le voyage dans le temps. Je trouvais ça cool à faire comme vidéo, une thématique comme ça qui est rassembleuse autour de plein de films, pourquoi pas. On va rassembler plein de films là-dedans. Si tu veux en savoir plus sur Terminator 1 et 2, il y a 2 choses. D'abord, la vidéo, évidemment, j'ai une vidéo qui parle de cette fameuse trilogie. James Cameron disait que c'était la seule vraie trilogie, mais Dark Fate est horrible, hein, honnêtement. C'est pas abouti comme film, pour plein de raisons différentes. Mais tu pourras aller voir quand même cette vidéo-là. Et le podcast, le fameux podcast, tu trouveras le lien du podcast d'ailleurs dans la description. Je le mets tout le temps, j'en parle tout le temps, il va tout le temps être là. Où effectivement je parle aussi de la trilogie Terminator avec pas mal d'anecdotes sur les 3 films. Là-dessus, on va terminer. Donc si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions dans les commentaires.
le podcast dont je viens de parler, qui existe toujours et qui va être évidemment dans la description. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se retrouve À la prochaine. Ciao. Bye. Na, 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 Non. na. Non. Oh, oups. C'est quoi? Ta-